Elle pensait jouer avec le feu en secret. Mais c'est son mari qui a décidé de tout brûler. En 5 minutes, il a détruit sa carrière, son image et leur mariage, sans lever la main, sans élever la voix, juste en appuyant sur « envoyer ». Parce que parfois, la pire vengeance n'est pas un scandale à la maison, mais une humiliation publique devant tous vos collègues. Un simple chat de travail, quelques photos privées, et une femme respectable devient, aux yeux de tous, Léa des sites de rencontres. Et quand la honte commence à circuler, il n'y a plus de retour en arrière possible. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je suis avec vous pour vous raconter cette histoire jusqu'au bout. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors en ce moment. Restez bien là, car la scène où il se venge va vous faire demander jusqu'où vous seriez capable d'aller si on trahissait votre confiance. La vie de Gabrielle, comme son appartement au 5e étage d'un immeuble en béton des années 70, était propre, lisse et d'un calme absolu. Un calme particulier, non pas celui de la sérénité, mais celui du gel, comme après un long hiver quand tous les sons sont pris dans la glace. Elle venait d'avoir 45 ans. Mais ces derniers temps, elle se surprenait à se sentir soit vieille de 80 ans, avec une vie déjà révolue depuis longtemps, soit adolescente de 15 ans, perdue et ne sachant pas vers où aller. Les deux sensations étaient également insupportables. Le travail en centre d'appel à domicile était devenu non seulement une source de revenus, mais l'incarnation parfaite de son existence. Elle s'installait dans la petite pièce, ancienne chambre d'enfant transformée en bureau, et à travers son casque, se reliait aux voix de gens invisibles. Elle les aidait à résoudre des problèmes de facture, de forfait, de panne Internet. Sa voix, égale et professionnellement aimable, était la seule partie d'elle-même que le monde réclamait. Ses pensées, son corps, sa fatigue ou sa joie, tout cela restait entre parenthèses. Elle était une fonction, une voix dans le combiné. Son mari Pascal, maçon, partait sur les chantiers avant l'aube et rentrait à la nuit tombée. Il avait 47 ans et les années de labeur s'étaient imprimées sur lui non pas en rides, mais en une fatigue dense, comme si une poussière de plomb s'était incrustée dans ses muscles et ses os. Le soir, il se fondait dans le vieux fauteuil face à la télévision. La lumière bleue et vacillante de l'écran baignait sa silhouette immobile. Il regardait des séries sans fin sur la guerre ou des émissions de divertissement dont les rires enregistrés sonnaient trop fort et trop faux, rompant le silence glacé de l'appartement. Parfois, il s'endormait, et alors Gabrielle coupait le son et l'observait, sa bouche entr'ouverte, sa poitrine puissante qui se soulevait et s'abaissait lentement. Il était là, à quelques pas, et en même temps dans une autre galaxie. Un soir, elle posa sa tasse sur la table et dit, sans vraiment savoir pourquoi, « Pascal, tu m'entends ?» Il tourna légèrement la tête, sans quitter l'écran des yeux. « Je t'entends. Quoi ?» Elle resta silencieuse une seconde. Qu'est-ce qu'elle voulait lui dire, au fond? Qu'elle se sentait disparaître? Qu'elle avait l'impression que sa propre vie se déroulait sans elle, dans une pièce voisine, derrière une porte fermée à clé. Rien, dit-elle. La facture d'électricité est arrivée. D'accord. Il se retourna vers l'écran. Et Gabrielle sentit quelque chose se refermer en elle, doucement, comme on ferme une fenêtre partant de pluie. Leurs conversations, quand elles avaient lieu, étaient des échanges d'informations, pas de pensées. Il faudrait racheter des pommes de terre. Le robinet de la cuisine goutte encore. La fille de Sandrine a appelé. Le petit fait ses dents. Je verrai ça ce week-end. Les enfants, adultes, vivant dans d'autres villes, appelaient rarement, absorbés par leur jeune vie rapide. Leurs voix au téléphone étaient comme des lettres du passé, joyeuses, mais déjà étrangères. La tendresse entre Gabrielle et Pascal avait disparu depuis longtemps. Non par querelle ou par rancœur, simplement, de la même façon qu'un ruisseau se tarit un été trop chaud. D'abord, les petites caresses sans raison avaient disparu, puis les baisers, sauf les rapides et mécaniques au moment de partir au travail. Puis même une simple étreinte était devenue quelque chose de maladroit, d'artificiel. Deux corps habitués à se croiser sans se toucher. Deux existences parallèles sous le même toit. C'est dans ce silence, dans ce gel, qu'une sensation avait commencé à s'insinuer. D'abord vague, comme un léger bourdonnement dans les oreilles, puis de plus en plus nette.
la sensation de devenir invisible. Que son essence féminine, tout ce qui avait jadis fait briller les yeux de Pascal quand il la regardait, tout ce qui faisait d'elle Gabrielle et non simplement une épouse ou une mère, s'évaporait lentement, se perdait dans le sable des jours ordinaires. Elle surprenait son reflet dans la fenêtre obscure, la nuit, une ombre en robe de chambre, le visage strié de reflets bleutés de l'écran d'ordinateur. « Qui est-ce » semblait lui demander le reflet. Et Gabrielle n'avait pas de réponse. L'idée germa un de ces soirs-là. Pascal, comme toujours, était dans son fauteuil, les yeux rivés sur l'écran où des chars explosaient. Elle fit la vaisselle, le bruit de l'eau, le tintement des assiettes, ce rituel mécanique et quotidien qui ressemblait à sa vie entière. Elle vérifia ses courriels professionnels, resta un moment debout à la fenêtre, les bras croisés, à regarder les lumières des immeubles d'en face sans les voir. Le silence appuyé sur ses tympans, se muant en un bourdonnement sourd et obsédant. Sa main se tendit d'elle-même vers l'ordinateur, non pas le professionnel, mais le personnel, le vieux, recouvert d'une fine couche de poussière. Elle hésita, puis l'alluma. Le ronronnement du ventilateur brisa le silence de la pièce comme une confidence. Elle navigua sur les réseaux sociaux, regarda les photos d'anciennes camarades de lycée, leurs voyages, leurs sourires, leurs fêtes. Cette vie étrangère, brillante et bruyante, lui faisait mal aux yeux. Une amie posait devant la mer Méditerranée, un verre de rosé à la main, les cheveux défaits dans le vent. Une autre souriait, entourée d'amis autour d'une longue table dressée en terrasse. Des visages épanouis, des éclats de rire figés sur des photos. Quand est-ce que j'ai ri comme ça pour la dernière fois? Puis ses doigts, comme mus par une volonté propre, tapèrent dans la barre de recherche le nom d'un site de rencontre pour adultes. Son cœur fit un bond, comme celui d'une lycéenne qui pousse une porte interdite et retient son souffle. C'était stupide, absurde, presque honteux. Mais dans ce geste dormait un défi lancé à ce silence, à cette invisibilité, à cette ombre dans la fenêtre qu'elle ne reconnaissait plus. Juste regarder, par simple curiosité. Elle s'inscrivit, inventa un prénom, Léa. Il sonnait plus jeune, plus léger que le sérieux et pesant Gabriel. Dans la case situation familiale, son doigt hésita au-dessus de marié. 1 seconde, 2, puis cliqua résolument sur divorcer. Ce petit mensonge provoqua un afflux d'adrénaline, doux et amer à la fois, comme le premier verre de vin qu'on boit seul. Elle était devenue quelqu'un d'autre, une femme libre, légère, Léa. Choisir une photo fut plus difficile. Elle fouilla ses archives avec une attention presque fiévreuse. Tout était soit des photos de mariage, soit avec les enfants, soit des clichés du quotidien sans intérêt. Gabriel en tablier, Gabriel fatigué, Gabriel quelconque. Elle finit par trouver une photo prise 3 ans plus tôt par sa fille, lors d'un pique-nique au bord de la rivière. Elle était assise sur un plaid, les yeux légèrement plissés sous le soleil, dans une simple robe bleue. Le sourire était naturel, non fabriqué. Ça ira, pensa-t-elle, et elle la téléchargea, recadrant les bords pour qu'on ne voie ni les arbres, ni le panier du pique-nique à l'arrière-plan. Juste elle, juste Léa. Les premiers jours, elle se contentait de se connecter, de regarder son profil comme une vitrine et de lire ceux des autres. Elle le faisait le soir, après que Pascal s'était endormi dans son fauteuil, dans la lumière bleue et silencieuse du salon. C'était son jardin secret, son espace à elle, petit et fragile, comme une bougie dans le vent. Puis vint le premier message. « Bonjour Léa, tu as un très beau sourire chaleureux. » Envoyé par un inconnu dont le pseudo était Grégoire Paris. Gabriel se figea. Le sang lui monta aux joues. Une chaleur soudaine, inattendue, presque oubliée. Elle resta immobile une longue minute à fixer ces quelques mots sur l'écran. Si simple, si ordinaire. Et pourtant quelque chose en elle s'était mis à vibrer, comme une corde qu'on touche après des années de silence. Elle prit une grande inspiration et répondit. « Merci. Bonjour. » C'était tout. 2 mots. Mais ses doigts tremblaient légèrement en les tapant. Quelqu'un avait vu son sourire. Quelqu'un l'avait trouvé chaleureux. Pas la voix dans le casque. Pas la femme qui fait la vaisselle.
Pas l'ombre dans la fenêtre nocturne, mais elle, Léa, assise sur un plaid au bord d'une rivière par un jour de soleil. Le mur invisible se fissura pour la première fois. Les messages se mirent à affluer. Des hommes d'âge et d'histoire différents. Elle ne répondait pas à tous, seulement à certains, par choix, par instinct. Elle construisait sa légende avec soin, presque avec plaisir. Divorcée depuis peu, vivant seule, travaillant dans un bureau, cherchant une conversation agréable, rien de plus. Et dans chaque message envoyé, dans chaque réponse attendue, il y avait quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années, l'impression d'exister. Dans ces échanges, elle polissait une nouvelle image d'elle-même. Elle était légère, légèrement espiègle, un peu mélancolique mais ouverte à la nouveauté. On lui faisait des compliments. Tu dois être quelqu'un de vraiment intéressant. On sent que tu es intelligente, il y a une chaleur qui émane de toi. Elle recueillait chaque mot comme une grâce. C'était un remède contre cette anémie de l'âme. Pascal ne remarquait rien. Il rentrait, dînait, regardait la télévision, dormait. Son monde s'était rétréci au chantier, au trajet et au fauteuil. Parfois, il lui demandait « Tu es bizarre ce soir. Quelque chose qui ne va pas ?» Elle balayait d'un geste. « C'est le travail, je suis fatiguée. » Il hochait la tête et se replongeait dans ses pensées ou dans l'écran bleuté. Son inattention, qui autrefois la blessait, était devenue son allié, un paravent derrière lequel s'épanouissait sa vie secrète. Quelques semaines plus tard, Léa menait déjà plusieurs conversations en parallèle. L'une, avec un homme de Bordeaux, était purement intellectuelle. Il débattait de livres et de films. Une autre, avec un certain Lucas, avait rapidement glissé vers un flirt léger. « Tu dois avoir de très beaux cheveux », écrivit-il un soir. « Peut-être bien », répondit-elle. « J'imagine ton sourire en ce moment, en lisant ça. » Et elle souriait, effectivement, assise dans son petit bureau, tandis que dans la pièce voisine, les coups de feu du téléviseur retentissaient sourdement. Un soir, Lucas demanda « Envoie-moi une photo récente, je veux voir comment tu es aujourd'hui. » Gabrielle se raidit. La photo du pique-nique lui sembla soudain insuffisante, trop lointaine, trop banale. Elle se leva, s'approcha du miroir de l'entrée, s'examina longuement. Puis elle se dirigea d'un pas résolu vers la chambre. Au fond du placard, sous une pile de linge de lit, se trouvait un chemisier en soie couleur cerise noire. Elle l'avait acheté 6 mois plus tôt lors des soldes, l'avait essayé, s'était regardée dans le miroir et l'avait rangé. Il n'y avait nulle part où le porter. Ce soir, elle l'enfila. Le tissu épousait doucement ses épaules, frais et soyeux contre sa peau. Elle dénoua ses cheveux, appliqua un peu plus de mascara, souligna son regard. Quelque chose changea dans son reflet. Une étincelle apparut, cette lueur depuis si longtemps absente. Ce jeu oublié. Elle se photographia sur son téléphone, choisissant l'angle avec soin. Le visage avec un demi-sourire énigmatique, le chatoiement du tissu sur l'épaule. Le fond flou. Ce n'était plus Gabrielle, l'opératrice et la maîtresse de maison. C'était Léa, mystérieuse et désirable. Elle envoya la photo. La réponse arriva presque aussitôt. « Tu es magnifique. » Son cœur battit comme il n'avait plus battu depuis des années. Elle ne se sentait plus seulement visible. Elle se sentait belle, désirée et femme. Mais cette vie nouvelle réclamait de l'énergie, et elle la puisait dans la vraie. Gabrielle devint irritable. Des riens qu'elle ignorait auparavant. Les chaussettes abandonnées par Pascal sur le parquet, les miettes sur la table, le volume trop fort de la télévision, la faisaient sortir d'elle-même. Elle lui répondait par monosyllabes, les dents serrées. Sa présence l'ennuyait, l'oppressait. Ses pensées étaient ailleurs, dans ce monde virtuel où on l'attendait, où on l'admirait. Pascal encaissait ses piques sans broncher, les mettant sur le compte des nerfs ou de la fatigue du travail. Sa passivité, son repli sur lui-même, qu'il avait autrefois blessé, lui semblait à présent non plus seulement triste, mais révélateur d'une certaine forme de cécité. « Il ne voit rien », pensait-elle avec une pitié méprisante. « Il ne verra jamais rien. » Noé, le collègue de Pascal sur le chantier, était son exact contraire. On l'appelait discrètement entre collègues le séducteur invétéré, petit, vif, avec un sourire en coin permanent.
À 50 ans passés, il ne ratait aucune occasion de faire du charme à la caissière de la cantine ou à une nouvelle arrivante sur le chantier. Son téléphone était un catalogue d'applications de rencontres qu'il consultait pendant les pauses déjeuner, montrant parfois à Pascal ses trouvailles, des photos de femmes souriantes. Pascal se contentait de grogner. « T'as vraiment rien d'autre à faire, Noé ?» Pour Pascal, c'était simplement le bruit de fond du chantier, une partie du monde bruyant et sans façon dans lequel il vivait. Ce jour-là, pendant la pause du midi, Noé était assis sur un bidon retourné, un sandwich à la main, faisant défiler un site de rencontre. Ses doigts glissaient sur l'écran et s'arrêtèrent net. Une photo. Une femme en chemisier cerise, un sourire familier, trop familier. Il plissa les yeux. « Allons, c'est impossible, marmonna-t-il. » Il agrandit la photo. Le visage, les yeux, la forme des sourcils, le grain de beauté au coin des lèvres, les fines ridules au coin des yeux qui apparaissaient quand elle riait. Il avait vu ce visage des dizaines de fois, quand il passait chez son collègue chercher un outil ou boire une bière. Gabrielle, la femme de Pascal. En toutes lettres, divorcée, recherche une relation sérieuse. Noé n'avait plus faim. Sa première pensée fut sauvage, presque jubilante. « Alors Pascal, chez toi, c'est pas si tranquille ?» Mais presque aussitôt, la prudence l'emporta. Et si c'était simplement une ressemblance, ou une photo volée? Il fallait vérifier, il fallait en être certain. Il créa un nouveau compte, téléchargea depuis Internet la photo d'un homme quelconque, séduisant mais discret, la cinquantaine. Inventa un personnage, cadre, souvent en déplacement, seul, et écrivit à Léa. La réponse ne fut pas immédiate, mais elle arriva. Poli, retenu. Noé commença son jeu. Il écrivait des compliments, jamais appuyés, jamais grossiers. Il inventait des anecdotes de voyages imaginaires. Il dosait la chaleur et la distance avec une précision de fin stratège, assez pour attiser l'intérêt, pas assez pour effrayer. Et Léa répondait, de plus en plus librement. Il était patient, comme un chasseur. Peu à peu, Léa se dévoilait. Les échanges se firent plus chaleureux, plus intimes. Au bout de quelques jours, il glissa avec précaution quelques allusions au manque de proximité, à la solitude des chambres d'hôtel où il disait passer ses nuits. « Tu sais, écrivit-il, on finit par ne plus supporter le silence des chambres de passage. Tu rentres, tu fermes la porte, et il n'y a que le mini-bar et ton reflet dans la vitre. » Elle répondit avec compréhension, presque avec tendresse. Puis, après l'un de ces messages particulièrement mélancoliques, où il décrivait comment il s'était surpris à parler tout haut pour entendre une voix, même la sienne, elle fit quelque chose que n'avait encore jamais fait. Elle envoya une autre photo. Sur celle-ci, elle portait une nuisette légère. Le cliché avait été pris, à en juger par le fond, dans la chambre conjugale. Son visage était parfaitement visible. Les doigts de Noé se glacèrent autour du téléphone. Le doute n'était plus possible. C'était bien elle, la femme de son collègue. La même Gabrielle discrète et réservée qui leur servait le thé en silence avant de se retirer à la cuisine quand ils discutaient. Et maintenant, montrer à Pascal, se taire, se mêler de ceux qui ne le regardaient pas. Noé fit les 100 pas mentalement. D'un côté, la camaraderie, ses années de travail côte à côte sur les mêmes chantiers, à supporter la pluie, le froid, le béton qui colle aux mains. De l'autre, la peur d'un scandale, la crainte d'être entraîné dans une boue qui n'était pas la sienne. Après tout, c'était lui qui lui écrivait, lui qui avait tendu le piège. Mais une idée tordue de loyauté, une notion cabossée d'honneur, finit par l'emporter. Il doit savoir, conclut-il. Après, il fera ce qu'il voudra. Il choisit son moment, un après-midi, alors qu'ils étaient seuls tous les deux, en train de fixer un coffrage à l'écart au bout de la dalle encore fraîche. « Pascal, commença-t-il d'une voix enrouée, j'ai un truc délicat, ça te concerne. » Pascal, sans lever les yeux de son travail, grommela. « Quoi encore ?»« Eh, doucement, regarde juste. » Noé jeta un coup d'œil autour d'eux, puis tendit son téléphone à Pascal. « Tu reconnais ?» Pascal fit un geste pour écarter l'appareil, puis son regard accrocha l'écran. Il se figea. Lentement, comme à contre-cœur, il se redressa, prit le téléphone,
agrandit la photo. Le vacarme du chantier, les cris, le fracas du métal, le vrombissement des engins s'éloigna brusquement. Tout se rétracta jusqu'à ce point lumineux au creux de sa main. Sa femme, Gabrielle. Dans le chemisier cerise qu'il avait déjà vu parfois suspendu dans le placard, sans jamais l'avoir vu le porter. Souriante. Avec, en dessous, la mention « divorcée ». « C'est quoi ça ?» demanda-t-il d'une voix éteinte. Un montage, une blague. J'y ai pas cru non plus, se mit à débiter Noé précipitamment. Je me suis dit, ça y ressemble, mais... Alors j'ai vérifié. Je lui ai écrit. Regarde la conversation. Pascal fit défiler. Ses doigts, habitués à serrer une truelle lourde, tremblaient. Il lisait les messages de Léa, ce ton léger, presque joueur, ces sous-entendus qu'il ne connaissait plus depuis longtemps. Il reconnaissait les tournures, certaines expressions. C'était elle, sa femme, sa Gabrielle. Puis vinrent les photos, celles envoyées au pseudo homme d'affaires qu'incarnait Noé. La nuisette, les poses, l'expression de son visage, tendre, malicieuse, invitante. Ce visage-là, Pascal ne l'avait jamais vu. Pas comme ça, pas même dans leurs meilleures années. Quelque chose s'écroula en lui avec un bruit sourd, comme un mur de béton qui se brise de l'intérieur. Tout son univers, le chantier, la maison, sa femme, plus de 20 années de vie commune, se désintégra en poussière en une seconde. Au début, il n'y eut pas de colère, seulement un choc glacé, paralysant. Puis, lentement, une vague de honte brûlante, étouffante, pour elle, pour lui, pour le fait que Noé ait vu ça, que cette saleté venue d'un écran ait soudain pénétré dans sa vie, dans sa maison. Enfin, la fureur arriva, sourde, aveugle, primitive. Il serra le téléphone si fort qu'il faillit le broyer. Noé le lui arracha presque des mains, effrayé. « Hé, calme-toi, Pascal !» Mais Pascal ne l'entendait déjà plus. Il fixait un point devant lui. Mais dans ce vide, il ne voyait que ces images sur fond bleu d'application. Honte. Le mot claquait en lui comme un fouet. C'était une sensation physique, aussi réelle qu'un coup dans le plexus. Il avait l'impression que tous les regards se tournaient vers lui, alors même que personne ne savait encore rien. Toute la journée, il travailla comme un automate. La truelle lui échappait. Il inversait les mesures. Le chef de chantier hurlait. Pascal hochait la tête, docile, mais dans sa tête, une seule question martelait. Pourquoi ? Et une seule image revenait, obstinée, son visage à elle, sur cet écran, sous le mot « divorcé ». À la fin du service, la fureur s'apaisa, cédant la place à quelque chose de plus froid, une lucidité hargneuse. La douleur était trop grande pour se contenter de hurler, de casser des assiettes ou de claquer des portes. Il fallait la renvoyer. Il fallait qu'elle la sente, qu'elle aussi reçoive en plein cœur cette même lame glacée de honte et de compréhension. L'idée naquit d'elle-même, claire, nette, comme un plan tracé sur du papier millimétré. Avant de quitter le chantier, il alla trouver Noé. « Envoie-moi tout », dit-il d'une voix basse. « Pascal, qu'est-ce que tu vas faire ? Franchement, laisse tomber. Envoie tout, les photos, l'adresse du profil. » Il y avait dans sa voix une dureté telle que Noé en eut un frisson. En balbutiant des excuses, il transféra les fichiers. Pascal les reçut sur son vieux smartphone. Les images qui venaient de pulvériser sa vie reposaient maintenant dans sa mémoire comme des armes chargées. Le trajet du retour se dissout dans un défilé de phares et de visages flous. Il ne pensait pas. Il exécutait, comme une machine lancée à pleine vitesse sur des rails. L'appartement sentait le dîner, un plat simple, du genre de ceux qu'elle préparait toujours les jours de semaine. Gabrielle était dans la cuisine, en train de rincer les assiettes. Elle se retourna et son visage prit l'expression habituelle, légèrement fatiguée. « Tu es là, le repas t'attend. » Il hocha la tête, retira ses chaussures. Son cœur battait lentement, lourdement, comme un marteau qui cogne sur du métal. « Je vais prendre une douche, dit-elle en s'essuyant les mains. Il a fait chaud aujourd'hui. J'ai tout laissé ouvert, il y a de la poussière partout.
Il la regarda passer dans le couloir, prendre une serviette, disparaître dans la salle de bain. Un instant plus tard, l'eau se mit à couler. Ce n'est qu'alors qu'il bougea, non pas vers le salon, vers son bureau. Le portable professionnel était posé, ouvert sur le bureau. Elle venait visiblement de finir sa journée de travail. Il s'assit. La notion de « limite » n'avait plus aucun sens. Elles avaient toutes été franchies ailleurs, bien avant. Il chercha l'icône du logiciel de messagerie interne. Le chat général du centre d'appel s'ouvrit. Une cascade de messages banals s'afficha. « Bonjour à tous. N'oubliez pas le nouveau KPI. Qui peut prendre des heures sup samedi? Joyeux anniversaire, Amandine. » Le monde des choses ordinaires. Là, elle était Gabrielle Martin, employée consciencieuse. Une autre vie, une autre femme. Ses doigts étaient parfaitement stables, glacés. Il ouvrit le dossier contenant les fichiers envoyés par Noé, choisit la photo la plus explicite, puis une autre, et encore une. Il les ajouta au message. Quelques secondes plus tard, les clichés de Léa en nuisette, ses poses, son sourire, étaient en train de se charger dans le chat collectif. Il regarda la barre de progression. Elle avança, inexorable, puis devint verte. Les images se succédèrent, l'une après l'autre. Les clichés lumineux et suggestifs de Léa éclatèrent dans le fil de discussion professionnelle comme une explosion. Il tapa un message en imitant ce ton léger, un peu joueur, qu'il avait vu dans ses échanges. « Les garçons, je vous plais comme ça? Écrivez-moi, j'ai tellement besoin de chaleur. » Il l'envoya sous son propre nom, depuis son compte à elle. Puis il se leva, sortit du bureau, s'assit sur la chaise dans l'entrée, face à la porte de la salle de bain, et attendit. L'eau cessa de couler. Il imagina les gestes qu'il connaissait si bien, la serviette, la vapeur, le miroir embué. Bruit de la tringle, pas feutré sur le carrelage. La porte s'ouvrit. Elle sortit, drapée dans une serviette de bain, une autre enroulée autour de ses cheveux. Son visage était rougi par la chaleur, détendu. « Qu'est-ce que tu fais là, assis ?» demanda-t-elle en souriant vaguement. Pascal la regarda. Pour la première fois depuis longtemps, il la vit vraiment. Il vit la femme qui pouvait se tenir ainsi devant une caméra pour des inconnus. Et il dit calmement, avec un sourire presque amical, « Va voir ton chat de travail. Tu dois avoir beaucoup de notifications, c'est l'explosion. » Une ombre de perplexité passa sur son visage, mêlée à un début d'inquiétude, mais rien de plus. Elle dut penser à un message urgent de la direction, un changement de planning, quelque chose de ce genre. « J'y vais, dit-elle, en resserrant la serviette sur son corps. » Elle traversa le couloir, entra dans son bureau. Pascal resta assis. Il entendit le grincement de la chaise de bureau, puis plus rien. Un silence dense, interminable, dans lequel il lui sembla entendre battre son propre cœur. Le son qui rompit ce silence ne ressemblait ni à un cri, ni à un sanglot. C'était comme un souffle coupé, un hoquet étranglé dans la gorge. Puis un choc sec, quelque chose tombé. La souris peut-être, le téléphone, et de nouveau le silence. Il attendit. Au bout de quelques instants, elle apparut dans l'embrasure de la porte. La serviette enroulée sur sa tête s'était défaite, quelques mèches humides collées à ses tempes. Son visage était blanc, livide. Ses yeux, agrandis, exprimaient un effroi absolu, brut, si profond qu'il en éprouva fugitivement presque de la pitié. Presque. Elle le fixait, incapable de prononcer un mot. Dans sa main crispée, l'écran du téléphone luisait encore. « Alors ?» demanda tranquillement Pascal, sa voix étrangement douce dans le silence de l'appartement. « Assez d'attention et de chaleur, ou tu en veux encore ?» Cette question, ce ton, cette ironie glacée la brisèrent net. Tout son corps se mit à trembler. Les larmes jaillirent. Non pas doucement, mais comme si quelque chose s'était rompu en elle, libérant d'un coup une pression insoutenable. « Pascal, qu'est-ce que tu as fait ?» chuchota-t-elle. « Moi ?» Il arqua les sourcils. « Moi, j'ai fait ça ? C'est intéressant. Je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que partager. Ce n'est pas réel, hein ?» Elle se mit à parler, vite, trop vite, trébuchant sur les mots,
s'approchant de lui sans oser le toucher. « Ce ne sont que des photos, juste Internet. Je n'ai rencontré personne, je te le jure. Il ne s'est rien passé, c'était juste une folie, l'ennui, Pascal, pardonne-moi, je vais tout effacer, tout fermer, je te promets, plus jamais. » Il écoutait ce flot de justifications comme on écoute une radio allumée dans une autre pièce. En lui, il n'y avait plus que le vide et le froid. Ses larmes, sa panique, tout cela arrivait après qu'elle se soit montrée ainsi au monde, après que lui-même l'ait vue. Le reste n'avait plus d'importance. « Il n'y a pas eu physiquement, coupa-t-il, sa voix tranchante et régulière comme une lame. Pas de contact, pas de peau. C'est ça que tu veux dire. » Elle hocha la tête avec hâte, désespérée. « Alors tout va bien ?» poursuivit-il. « Mensonge sur ton état civil, ces conversations, ces photos. Tu penses vraiment que parce que personne ne t'a touché, c'est moins grave? Tu as vendu notre mariage, notre vie, morceau par morceau, contre des compliments d'inconnus. Tu m'as fait passer pour un idiot devant tout le monde, devant Noé déjà. Mon collègue sait maintenant quel genre de femme j'ai épousé. Et tes collègues, demain, verront tout. Eux aussi auront leur part de chaleur. » Il se leva. Elle recula instinctivement. Il ne leva pas la main. Il ne cria pas. Il se détourna simplement, marcha jusqu'à la chambre, ouvrit le placard, en sortit un vieux sac de sport. Il se mit à y jeter des vêtements sans ordre, chaussettes, sous-vêtements, t-shirts, un pull. « Qu'est-ce que tu fais ?» souffla-t-elle, plantée dans l'embrasure de la porte, serrant toujours la serviette contre elle comme si c'était sa dernière protection. « Je pars, » dit-il sèchement. « Chez Noé pour commencer. Après, je me débrouillerai. Et toi ?» Il se retourna vers elle. Son regard était aussi dur que du métal. « Toi, tu pourras les recevoir ici. Tu as beaucoup d'amis maintenant. Tu verras, ils viendront. Certains sont même déjà dans ton téléphone. » Il ferma le sac d'un geste sec, la bretelle claqua. Il la dépassa, gagna l'entrée, enfila ses chaussures. « Pascal, non, attends, on te parlait, on te... » balbutia-t-elle en se jetant vers lui, agrippant sa manche. Ses doigts étaient glacés. Il secoua son bras, la repoussant brusquement. « Il n'y a rien à dire. Tu appelleras les enfants toi-même. Tu leur expliqueras pourquoi leur père est parti. Ils seront curieux. Ils te regarderont dans les yeux pendant que tu racontes. » Ces mots l'atteignirent en plein visage. Elle lâcha sa manche comme si elle venait de toucher du feu. Il ouvrit la porte. L'air froid de la cage d'escalier entra dans l'appartement, chassant l'odeur de son shampoing et du dîner. « Adieu, Léa, » dit-il simplement, sans la regarder. Il sortit. La porte se referma derrière lui sans fracas, un claquement sourd, mat, qui résonna dans l'appartement comme un couvercle que l'on pose pour de bon. Gabrielle ne bougea pas. Elle resta là, au milieu de l'entrée, enveloppée dans sa serviette de bain qui refroidissait et collait à sa peau comme une serpillière humide. L'humidité de ses cheveux glissait dans sa nuque, provoquant des frissons, mais elle ne sentait pas le froid. À l'intérieur, un incendie de honte faisait rage, et ce brasier effaçait toutes les autres sensations. Son regard tomba sur ses chaussons d'intérieur, simples, usés, en velours gris. Ils étaient posés bien droits, pointe contre pointe, à côté des chaussures qu'il venait de quitter. Ce détail banal, ce signe de l'ordre qu'il avait toujours respecté, la transperça plus violemment que n'importe quelle phrase. Il était parti, et même son départ avait été maîtrisé, sans cri, sans fracas. Il n'avait pas laissé derrière lui un champ de ruines, mais un vide. Et ses chaussons étaient son reproche le plus terrible, la trace muette d'une vie qui avait existé ici et qui n'existait plus. Enfin, son corps céda. Elle fit un pas, puis un autre, entra dans le salon sans réussir à s'asseoir. S'asseoir, ce serait accepter cette nouvelle réalité, s'y installer. Elle n'y était pas prête. Elle passa près de son fauteuil sans le toucher, l'évitant comme une zone dangereuse, et s'arrêta devant la fenêtre. Dans la cour, sous la lumière jaune des lampadaires, une mère appelait son enfant. « Victor, on rentre !» La voix était claire, habituelle, vivante. Gabrielle eut l'impression que ce cri venait d'un autre monde, celui où il y a encore des dîners, des disputes à propos des devoirs, des soirées tranquilles devant la télévision.
Sa vie à elle se trouvait désormais ici, derrière la vitre, dans cette cage silencieuse et stérile. Ce ne fut pas une pensée qui la poussa à retourner dans son bureau, mais une peur animale. Le téléphone qu'elle avait laissé tomber gisait à terre, écran vers le haut. Il clignotait, recouvert de notifications, comme un corps sur lequel tournoieraient déjà les corbeaux. Elle se pencha, le ramassa. Son doigt toucha l'écran par réflexe. L'appareil se déverrouilla. Le chat professionnel était ouvert. Le fil était devenu un cauchemar surréaliste. Ces photos, celles qu'elle avait trouvées audacieuses, un peu provocantes, lui parurent soudain vulgaires, grotesques, incrustées au milieu des messages sur les plannings et les objectifs. En dessous, des dizaines de commentaires. Elle ne lut pas tout. Des bribes lui sautèrent aux yeux. « C'est bien Gabriel ? On a prévenu l'admin. Eh ben, on ne s'attendait pas à ça. » Il y avait des cœurs, des emojis qui clignent de l'œil. Les collègues femmes se taisaient pour la plupart ou écrivaient des messages courts. « Gabriel, qu'est-ce qui se passe ?» Les hommes, eux, s'étaient soudain réveillés. Certains plaisantaient à voix haute dans le fil commun. D'autres, comprenant qu'ils allaient trop loin, préféraient écrire en privé. Elle ouvrit la liste des conversations privées. Plusieurs nouvelles discussions. La première. « Bonjour Gabriel, c'est Arnaud du support technique. J'ai vu. Enfin, si tu veux en parler, je suis là. On peut prendre un café. Tu as l'air de traverser une période difficile. » La deuxième venait d'un collègue plus âgé avec qui elle avait discuté 2 jours auparavant d'un dossier compliqué. « Gabriel, je suis choqué, mais je comprends. On a tous nos faiblesses. Si tu veux, je peux passer, on pourra discuter. Ma femme est à la campagne. » La troisième était plus crue, plus directe. « Superbe photo. Contente que tu te montres enfin comme tu es vraiment. On se voit quand ?» Elle resta un moment immobile, le téléphone dans la main, à écouter le bourdonnement sourd dans sa tête. Puis, d'un geste mécanique, elle ouvrit sa boîte mail professionnelle, écrivit quelques lignes. Une lettre de démission sèche, sans explication. Démission à effet immédiat pour raisons personnelles. Et l'envoya à son responsable direct ainsi qu'aux ressources humaines. Elle éteignit le téléphone. Ses mains tremblaient. Un seul mot tournait en boucle. Fin, fin, fin. Fin de sa carrière. Fin de sa réputation. Fin de son mariage. Tout ce qui avait été construit pendant des années, le respect de façade de ses collègues, l'image d'une employée exemplaire et un peu ennuyeuse, venait d'être pulvérisé en 5 minutes par un seul clic de Pascal. Elle leva la tête et croisa son reflet dans la fenêtre noire. Ses cheveux mouillés retombaient librement sur ses épaules. Ses yeux, agrandis par la peur, semblaient trop grands pour son visage devenu presque translucide. « Qui est cette femme ?» se demanda-t-elle pour la seconde fois en quelques semaines. « Qui a fait ça ?» Cette fois, la réponse vint aussitôt, limpide, implacable. « Toi, toi, Léa. » Comme en état d'hypnose, elle se dirigea vers la chambre. Le chemisier cerise était posé sur le lit, là où elle l'avait jeté avant d'aller sous la douche. Le tissu brillait sous la lumière de la lampe de chevet, évoquant maintenant la couleur du sang. Elle le prit, le serra dans sa main, puis ouvrit brusquement la porte du placard et le fourra le plus loin possible, sous une pile de vieux draps, comme si elle pouvait ainsi effacer la preuve. Mais la preuve, c'était tout son corps, son visage sur ses photos. C'était elle. Elle s'assit au bord du lit, à l'endroit où Pascal dormait habituellement. Une empreinte de sa tête marquait encore l'oreiller. Elle posa la paume sur cette trace. Il lui sembla sentir un reste de chaleur. La dernière chose qui demeurait de lui ici. Une chaleur qui, elle le savait, disparaîtrait bientôt. Alors une vague la submergea. Non pas une crise d'hystérie, mais un flot silencieux et total de lucidité. Elle revit son visage. Pas celui froid, dur qu'elle avait vu ce soir. Celui d'il y a 10 ans, quand il était rentré couvert de poussière de ciment, portant sur son dos l'armoire qu'il avait construite pour elle, le regard brillant de fierté. Celui qu'il avait quand il avait pris leur premier petit-fils dans ses bras, un visage maladroit, émerveillé, presque enfantin. Elle revit la nuit où ils avaient passé des heures à l'hôpital, quand on lui avait découvert un kyste. Il n'avait presque rien dit. Il s'était contenté de rester assis, de tenir sa main.
Et cette présence silencieuse avait eu plus de poids que n'importe quel discours. Elle se rappela l'odeur de sa peau après de longues journées sur le chantier, le goût d'une soupe trop salée qu'il avait tenté de préparer lorsqu'elle était malade, le bruit de son ronflement qui l'agaçait autrefois et qui était devenu peu à peu le fond sonore rassurant de ses nuits. Et qu'avait-elle fait de tout cela? Elle n'avait pas trahi pour un autre homme, pas pour un grand amour, ni pour une passion irrésistible, non. Elle avait tout risqué, tout détruit. Pourquoi, au juste? Pour quelques compliments bon marché de la part de Grégoire Paris, de Lucas et d'autres prénoms qu'elle serait incapable de replacer dans une foule. Pour l'illusion de compter encore un peu. Elle avait échangé un homme réel, vivant, fatigué, fermé, mais bien là, contre des silhouettes numériques. Elle avait joué avec la dignité de sa famille, avec la fierté de son mari, cette fierté qu'elle comprenait soudain si bien. Elle avait tout vendu pour une poignée de flatteries. Elle se coucha à sa place, la joue collée à son oreiller, et seulement alors s'autorisa à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de plainte, c'étaient des larmes brûlantes qui la brûlaient de l'intérieur. Elle pleurait pour lui, pour le Pascal qu'elle avait perdu, non pas ce soir, mais des mois plus tôt, le jour où elle avait décidé que son attention ne suffisait plus. Elle pleurait pour cette confiance qu'elle avait brisée comme on casse du verre fin, d'un geste, sans réfléchir. Trop tard. Le dernier mot de Pascal résonnait encore en elle comme un écho. Adieu. Ce n'était pas un à bientôt, c'était un mot sec, définitif, un mot de fin.